Right on the bright side. Pour tous ceux qui sont intéressés pour la conférence de l'URRH des stades à l'entreprise, l'onde des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 sur le handicap, rendez-vous tout de suite à l'Atrium, hall du Palais de la Bourse, animé par Laetitia Bernard. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être présents cet après-midi. Merci d'être venus aussi nombreux pour ces universités. Cet après-midi, enfin du moins pour ce début d'après-midi, alors normalement après le déjeuner, c'est pas une bonne idée de faire du sport, mais on va parler de sport, on va pas en faire pour le moment, avec cette table ronde sur le thème suivant des stades à l'entreprise, l'onde des Jeux de Paris 2024 sur le handicap, puisqu'évidemment dans un peu plus d'un an maintenant, Paris accueillera pour la première fois de son histoire les Jeux paralympiques et on va voir dans quelle mesure, de quelle manière ces Jeux peuvent aussi être un vecteur, une dynamique pour les entreprises, pour les politiques RH autour du handicap. 2 personnes avec moi sur scène et puis 2 personnes en distanciel, puisque comme vous le savez, il y a pas mal de grèves en ce moment et certains des intervenants d'aujourd'hui n'ont pas pu avoir de train. À ma droite, Ludivine Munoz, qui est responsable intégration paralympique et accessibilité paralympique pour le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Ludivine, vous avez plusieurs casquettes, hein. Vous êtes aussi une spécialiste des ressources humaines, chez EDF, et puis bien sûr le statut de sportif de haut niveau, puisque vous avez été notamment triple championne paralympique en natation. En distanciel, Karine Rousseil, qui est directrice ressources humaines chez Bouygues Construction Grand Ouest. Est-ce que... Oui, je pense qu'on a vu sur vos écrans que la connexion est partagée. Et parmi vos salariés, vous en avez évidemment en situation de handicap, dont un grand champion paralympique qui est Alexis Anquincan. C'est un peu le Kevin Meyer, je dirais, Alexis Anquincan. C'est un spécialiste de triathlon, par contre, pas de décathlon. Et puis, un des collègues d'Alexis, et un des salariés donc, de Bouygues Construction Grand Ouest, qui va témoigner aujourd'hui, qui n'est pas sportif de haut niveau, Kevin Gazet. Bonjour aussi à vous, Kevin. Et Kevin, vous êtes chargé prévention, santé et sécurité donc, pour Bouygues Construction Grand Ouest.
Et vous étiez déjà salarié de l'entreprise, on va voir tout ça lorsque votre handicap s'est déclaré. À mes côtés aussi sur scène, Virginie Renon, référente handicap, correspondante mixité, diversité pour le Crédit Coopératif, qui est l'un des sponsors des Jeux de Paris 2024, avec le groupe BPCE dont il fait partie. Alors, ces Jeux paralympiques, justement, est-ce qu'ils peuvent apporter des dynamiques, une source d'inspiration dans les entreprises? Est-ce qu'il y a des valeurs transférables? Je vous le dis tout de suite, la réponse globalement c'est oui. Il y a pas mal de valeurs, vous allez voir. Et on va commencer avec vous, Ludivine Munoz, par un point de situation et cette question que beaucoup abordent régulièrement. Ça concerne l'accessibilité, parce que l'accessibilité, finalement, c'est un enjeu tout à fait global, y compris dans les entreprises, pour l'intégration des personnes avec un handicap. Alors, au niveau des Jeux, Ludivine, on en est où en termes d'accessibilité ? Alors bonjour à tous, merci Laetitia pour cette introduction. Alors on en est où? Alors je vous rassure, on n'est pas en retard, au sens de l'accessibilité parce qu'on a décidé d'organiser des Jeux Olympiques et Paralympiques dans des sites existants accueillant déjà du public. Pour le coup, l'accessibilité, elle est déjà incluse dans le concept de l'accueil. Et nous, comité d'organisation, on va s'intéresser à rajouter des services, à faire des audits sur chacun des sites pour améliorer ces conditions d'accessibilité et, tant que possible, garantir à chacun une expérience sans barrière. Alors concrètement, on parle de quoi? On parle de fils dédiés pour entrer dans les stades, on parle d'un accueil dédié pour les gens en situation de handicap, on parle dès le début d'un billet acheté directement sur le site pour une personne en fauteuil roulant et son accompagnant ou pour une personne en situation de handicap. Et puis on parle aussi d'accueil de chiens guides d'aveugles avec rafraîchissement pour que l'expérience soit complète et en toute sérénité. Donc oui, on avance et il y a encore pas mal d'activités à mener avec toutes les personnes qui s'occupent aussi des transports de spectateurs, où là on le sait, Paris est un défi, on ne révolutionnera pas Paris en 2 coups de cuillère à peau. En revanche, on diffuse une dynamique globale de mise en accessibilité d'ici les Jeux. Selon vous, Ludivine, je le disais, donc vous avez cette casquette au niveau du comité d'organisation des Jeux, mais aussi cette expérience ressources humaines au niveau d'EDF, l'aspect sportif de haut niveau. Comment l'entreprise peut s'inspirer du sport et qu'est-ce qui est transférable en termes d'organisation et de management ? Alors déjà sur le plan collectif, finalement, même si moi je faisais la natation qui est un sport individuel, pour le coup la vie d'équipe elle existe, la vie du relais de plusieurs nageuses, la vie du collectif en compétition, c'est très important parce que quand une des personnes d'une équipe fonctionne mal ou a des difficultés, tout le collectif en ressent. Donc ce qu'on peut transposer au niveau des compétitions olympiques et paralympiques, c'est un projet collectif d'équipe, c'est finalement comment on accompagne la féerie des entreprises partenaires ou non partenaires pour dire ensemble, collectivement, on a un projet. On suit par exemple Alexis en Quinquan. On espère qu'il ramènera sa 2e médaille d'or aux Jeux de Paris 2024. Comment un collectif peut être derrière lui, peut l'accompagner ou en tout cas simplement le suivre pendant toute cette période jusqu'aux Jeux. Il y a aussi la notion de repousser ses limites en tant que sportif de haut niveau. Alors effectivement, sur la partie plutôt individuelle, moi j'ai l'impression d'avoir appris, je suis restée 13 ans athlète de haut niveau et j'utilise tous les enseignements de la compétition depuis plus de 20 ans. Alors déjà la préparation, pas de secret, on ne fait rien dans la vie sans se préparer, on ne fait rien sans anticiper. Il y a aussi la connaissance de soi, on va parler beaucoup soft skill. Quand on est athlète de haut niveau, on se connaît très bien. On connaît beaucoup les clés de réussite pour être au top de la performance ce jour J. Moi, c'était par exemple 36 secondes. Donc, j'avais intérêt à être prête sur mon plot de départ. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui se transpose assez facilement dans l'entreprise. C'est-à-dire que si on se connaît bien, on sait que finalement, moi je sais que pour arriver aujourd'hui et prendre la parole devant vous, je ne veux pas stresser dans mon trajet, je veux être prête, donc j'ai anticipé. Et du coup, je connais les clés de réussite pour éviter forcément de me prendre les pieds dans le tapis. Donc ça, on peut le transposer. On peut aussi forcément transposer les fixations d'objectifs. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne énormément en fixation d'objectifs. Hier, c'était une compétition, c'était un objectif de médaille ou de chrono. Aujourd'hui, on se fixe quelques clés de réussite en se disant finalement, si, pour ma part, si tous les Français sont capables de citer 3 athlètes paralympiques, j'aurais réussi le job pour lequel j'ai été embauchée.
Donc ça, ce sont quelques clés de réussite mesurables pour pouvoir après se satisfaire ou pas de ce qu'on a mis en place pendant toute cette période. Est-ce que dans cette salle, tout le monde est capable de citer 3 athlètes paralympiques? Non? Bon, il y a encore quelques mois pour tout préparer. Aujourd'hui, enfin, si on continue la comparaison, donc, le collectif, se fixer des objectifs, se donner les moyens, être prêt à l'instant T pour tel résultat. Si on se positionne maintenant du côté des managers, on peut se dire aussi qu'ils ont un petit peu un rôle de coach dans leur posture. Quelles seraient les bonnes pratiques qu'on peut transposer comme ça en termes de management et qui seraient inspirées du sport? Effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup du coach, du manager, de l'accompagnateur du collectif. Moi, je pense que quand on accompagne une équipe, la première des qualités, mais à la limite, c'est la qualité la plus facile, mais c'est la façon d'écouter les gens. Comment on écoute finalement le besoin de chacun, qu'on soit en situation de handicap ou pas. On a tous des besoins particuliers, des moments d'épanouissement différents. Donc la première écoute, pour moi, c'est vraiment le sujet le plus important. Moi, en tant qu'athlète de haut niveau, j'ai appris à écouter mon coach. Ça, c'est très important parce que finalement, quand on rate une course ou qu'on ne ramène pas le chrono souhaité, eh ben, c'est qu'on n'a peut-être pas réussi à mettre en place tout ce qu'on nous avait donné comme clé. Donc l'écoute, premier point important pour pouvoir progresser. Et puis également la transparence vis-à-vis de l'objectif qu'on peut se fixer. Si vous vous fixez un objectif qui n'est pas atteignable, votre coach, votre manager doit être en capacité de vous le dire. Moi, si j'avais un jour rêvé d'un 34 secondes aux 50 mètres, autant vous dire que ce n'était pas du tout envisageable. Donc, plutôt que de rester dans quelque chose de non atteignable, c'est comment on est capable en tant que coach et manager de dire aussi qu'il faut revoir l'objectif qu'on se fixe de façon individuelle. Et en termes de savoir-être, maintenant, si on se focalise plus précisément sur la notion de handicap aussi, on a des savoir-être communs entre un sportif de haut niveau et un salarié en situation de handicap? Oui, forcément, on a des objectifs communs. Moi, je parle souvent beaucoup de résilience. Quand on échoue, alors on va parler d'échec pour le coup dans le cadre de la résilience, mais quand on échoue sur une épreuve, moi c'est ce qui m'est arrivé, j'ai été disqualifiée avec record du monde et première place aux 50 mètres papillon à Atlanta. C'était ma première épreuve et j'avais été sélectionnée que pour ça. Je faisais d'autres épreuves, mais pour le collectif, je n'avais pas de chance de médaille sur les autres courses. Et ben, en 24 heures, puisque c'est le temps que j'avais devant moi, en 24 heures, je me suis reconstruite. Je me suis redressée à 15 ans et je me suis retrouvée le lendemain sur ce plot de départ où je ramène une médaille d'argent et à la fin, finalement, j'en ai ramené 5, dont une médaille d'or. Et ben, comment j'ai réussi à me redresser aussi vite? Et ben, face au handicap, pour moi, c'est un peu la même chose. On franchit des étapes dans la vie, que le handicap il soit acquis ou il soit de naissance. On franchit des étapes qui peuvent être positives comme négatives. Pour moi, par exemple, c'est le vieillissement. Et bien finalement, comme à chaque fois qu'une nouvelle douleur apparaît, qu'une difficulté nouvelle apparaît, il y a un temps forcément d'acceptation, ça, il ne faut pas l'oublier. Je vous ai parlé de 24 heures dans le sport de haut niveau. Dans la vie, on a un peu plus de temps. Il y a déjà la première chose, c'est avoir l'honnêteté de se le dire. Ça, c'est la nouvelle étape de ma vie. La deuxième chose, c'est je l'accepte. Et ensuite, c'est comment je me redresse et comment je vis avec. Quelles sont les solutions que je peux mettre en place au quotidien. À titre d'exemple, moi aujourd'hui, je roule au travail. C'est-à-dire j'ai une assistance électrique. Je suis assise pour me déplacer. J'ai fait un vrai gap en avant grâce à la GFIP en me disant maintenant, je ne peux plus me déplacer sur 1 kilomètre à 2 kilomètres tous les jours pour passer de bureau en bureau. Donc j'ai accepté de m'asseoir. C'est pas évident, hein. Oui. Franchement, passer de la position debout à assise, il m'a fallu un petit peu de temps. Et ensuite, il a fallu mettre en place les moyens concrètement pour pouvoir rouler. Et puis aussi, j'ai mis en place des séances de kiné. Voilà. Et ça, c'est le début de ma nouvelle vie. Et il y en aura d'autres étapes. Il y a cette première étape et il y en aura d'autres. Et ben, c'est comment je suis prête à l'accepter, comment je suis prête à la partager avec mon entourage. Moi, clairement, j'ai exprimé la difficulté que j'avais à m'asseoir. Je l'ai dit à tout le monde, j'ai dit, vous rigolez pas, on se moque pas de moi. En plaisantant, les gens en rigolant, ils m'appelaient Transformer. J'ai dit, ça, je peux pas l'accepter, j'y arrive pas. C'est trop dur pour moi. Laissez-moi déjà le temps d'accepter d'être avec vous assise, d'accepter de me faire prendre en photo quand on a Tony Estanguet et puis Joe Wilfried Tsonga qui viennent vous voir et que vous arrivez en fauteuil électrique, c'est pas simple. En plus, il faut se mettre devant si on veut voir quelque chose. Donc, laissez-moi déjà passer toutes ces étapes-là, être prête.
que ma famille aussi accepte de me voir rouler. Voilà. Et une fois qu'on a franchi ces étapes, on se dit c'est un pas vers une nouvelle période, mais c'est pas grave, il y en aura une autre. Et peut-être que demain, j'en aurai plus besoin, on ne sait pas. Mais voilà, il faut se connaître, il faut être capable de se redresser, et puis il faut être capable aussi de le partager avec son entourage. Ouais, de le verbaliser, c'est aussi effectivement. Et ça rejoint d'ailleurs ce qui se disait beaucoup ce matin sur le handicap. Est-ce qu'il faut en parler? À quel moment? Comment? Etc. On va vous retrouver tout de suite après Ludivine, mais on va rejoindre les participants qui sont connectés à distance. Peut-être avec vous, Kevin Gazet. Vous n'êtes pas sportif de haut niveau et pour autant, on va développer votre parcours, hein, mais pour autant, vous vous reconnaissez dans ce que décrit, dans ce que raconte Ludivine par rapport à l'acceptation du handicap, à ce qu'il faut savoir mettre en place comme savoir-être en fait. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Oui, exactement, du coup, je m'y retrouve un peu parce que moi également, il a fallu que je franchisse des paliers qui n'ont pas été évidents. Et aussi reprendre les cours. Donc, dépassement de soi, en fait. C'était un grand challenge pour moi et une fierté aussi aujourd'hui, quoi. Alors justement, racontez-nous un peu votre parcours. Donc vous étiez salarié, vous êtes salarié de l'entreprise depuis un bout de temps et votre handicap, il se déclare, ça fait plus de 10 ans que vous travaillez pour Bouygues. Comment ça se passe en fait? On vous propose une reconversion? Alors tout d'abord, je suis rentré dans le groupe en 2007. Mes études étaient un CAP aux Gros œuvres, béton armé aux Compagnons du Devoir. Ensuite, je décroche mon CAP, je parcours 10 ans sur les chantiers et un matin, impossible de poser le pied par terre. Donc je suis allé voir le spécialiste et le spécialiste me regarde et me demande qu'est-ce que tu fais comme métier dans la vie. Je lui réponds coffreur brancheur. Il me dit va falloir songer à arrêter. Donc là, ça a été le gros coup de massue. Ce qui relève 2 hernies discales, une à la moelle épinière et une entre la L4 et la L5. Et je n'ai plus de membrane entre la L3 et la L4. Donc à partir de ce moment-là, on vous dit il va falloir changer de métier. Et c'est votre directeur d'agence, vous en parlez en fait à un de vos supérieurs hiérarchiques, à un de vos responsables de ressources humaines qui va vous aider? Alors avant ça, j'ai eu un entretien avec les ressources humaines pour une proposition de reconversion. Ensuite, j'en ai parlé aussi également à mon responsable d'agence qui m'a beaucoup épaulé. Il a fallu que je fasse un bilan de compétences pour savoir où je me trouvais. Après 10 ans, ça n'a pas été facile de retourner sur les rangs de l'école. Ouais. Et donc, suite au bilan de compétences remise à niveau, donc j'ai eu une proposition d'alternance au CESI pour un bac+2 AQSE, animateur qualité, sécurité, environnement, pour la prévention au sein de l'entreprise, en alternance. D'accord, et donc du coup, hop, je dis hop comme si c'était un coup de baguette magique, mais vous, comme un sportif qui va s'entraîner quotidiennement pour obtenir un nouveau chronomètre, un nouvel objectif, vous passez cette alternance, vous êtes diplômé, déjà bravo, et aujourd'hui, c'est quoi votre fonction? Aujourd'hui, je suis chargé de prévention, donc toujours chez Bouygues. Et ça fait 4 ans que je suis au sein du service prévention. Et ça vous plaît? Totalement. Karine Rousseil, vous êtes avec Kevin Gazet, vous êtes référente pour les ressources humaines. Quelques mots sur cette situation et puis plus globalement, est-ce que vous pouvez nous expliquer les grandes lignes de la stratégie handicap de l'entreprise en la matière, en matière d'emploi, de reconversion? Oui. Notre objectif, effectivement, notre objectif, c'est d'accompagner nos collaborateurs dans toute leur carrière et lorsqu'ils se trouvent dans des situations un peu compliquées physiquement, d'essayer de trouver avec eux des solutions pour les maintenir dans l'emploi. Alors parfois c'est possible dans l'entreprise, parfois ça ne l'est pas, mais en tout cas notre objectif c'est quoi qu'il en soit, même si c'est pas dans l'entreprise, c'est qu'ils puissent continuer à s'épanouir professionnellement
dans un métier qui puisse correspondre à leur handicap, ou en tout cas aux compétences restantes et aux capacités restantes. Alors évidemment, le parcours de Kevin est exemplaire, parce que il le dit effectivement avec beaucoup d'humilité, mais il est passé effectivement d'un CAP gros œuvres à un BTS prévention. Ça a été beaucoup d'engagement personnel, parfois quelques doutes, mais comme Madame Munoz présentait tout à l'heure et l'évoquait tout à l'heure, on a un objectif, il a été commun, il a été, puisque mon équipe en tout cas s'est beaucoup engagée aussi auprès de Kevin pour l'accompagner. Il parlait de son responsable d'agence, et lorsqu'on a toute cette équipe derrière soi, peut-être que ça porte d'autant plus pour que le collaborateur trouve aujourd'hui l'épanouissement dans ses nouvelles fonctions. Est-ce que vous voulez bien nous parler d'un autre de vos salariés en situation de handicap, qui n'est pas là aujourd'hui, mais il s'agit d'Alexis en Quincan, oui, le triathlète, et lui, il poursuit donc sa carrière de sportif de haut niveau. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour lui permettre de s'épanouir et d'avoir ce double projet ? Alors, il faut savoir qu'Alexis, on l'a rencontré sur un forum, puisqu'on est partenaire d'Handisup, à l'époque, il n'était pas au niveau sportif auquel il est actuellement, et on l'a intégré sur les chantiers. Alors, parce qu'Alexis a une volonté aussi de faire, il est arrivé en short pour montrer effectivement sur les chantiers qu'il avait une jambe en moins. Donc, ce qui a été un peu surprenant pour les collaborateurs du chantier. Et très vite, il a partagé avec eux son expérience. Et c'est vrai qu'il a impacté énormément les équipes du chantier. Et puis, donc on l'a intégré. Enfin, la difficulté, c'était l'engagement, parce que quand on est triathlète, il y a 3 disciplines sportives sur lesquelles on est engagé. Et plus il a gagné des prix, plus il devait s'entraîner et s'investir. Donc, on a réfléchi à mettre en place un environnement professionnel qui lui permettait de poursuivre et de s'engager sportivement. Donc, on l'a accompagné sur un développement de compétences, sur un métier de préventeur également, parce que sa capacité à communiquer, à s'engager, à coller bien de notre point de vue avec aussi tout ce qui était en lien avec la prévention sur nos chantiers. Donc voilà, donc en fait aujourd'hui Alexis, il travaille 10 heures par mois au sein de nos équipes, et il passe tout son temps à s'entraîner et à concourir pour une nouvelle fois atteindre le Graal, qui est une nouvelle médaille d'or, en tout cas on espère en 2024. Oh, il y a des chances, oui, ils sont bons en triathlon, c'est vrai. Merci beaucoup à tous les deux, on va revenir vers vous dans quelques instants. Mais Virginie Renon, qui est avec moi sur scène, ce que décrit Karine Rousseil, ça vous parle aussi avec le Crédit Coopératif? Oui, tout à fait. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous, déjà. Déjà, ce que je peux dire, c'est que le sport est une véritable source d'inspiration en entreprise, et je suis vraiment convaincue qu'on peut s'en inspirer. Donc tant sur ses valeurs, sa force, mais également ses pratiques. Et c'est vrai qu'au Crédit Coopératif, on l'a expérimenté, donc ça marche bien, et donc je vais pouvoir en témoigner et apporter quelques exemples. Et c'est vraiment une manière de faire différemment. Une manière c'est des techniques qui sont originales et innovantes, et donc ça va permettre de donner un ton différent, que ça soit plus ludique, plus rigolo, donc de donner vraiment du punch, et ça permet de rebooster les collaborateurs et également d'éclairer différemment les managers, donc c'est vraiment chouette. Donc pour illustrer ce qu'on peut transférer sur la partie management, donc on a lancé il y a quelques mois un nouveau dispositif, être manager au Crédit Coopératif.
Et donc, on a identifié un certain nombre de rituels pour les managers, donc des rituels collectifs et individuels. Et donc, on s'est vraiment inspiré du sport. Donc, on a fait une analogie entre ces rituels et le sport. Et donc, on va parler donc de stratégie de jeu, de championnat, de JO, ou encore de troisième mi-temps et de conférences de presse. Donc pour vous expliquer ce qu'il y a derrière, c'est que la stratégie de jeu, c'est pour demander aux managers de faire un point tous les 6 mois avec chacun de ses collaborateurs, donc pour faire le point sur les 6 derniers mois. C'est ça. Et puis la feuille de route des 6 mois à venir. Le championnat, c'est pour illustrer la campagne annuelle d'entretien. Et les JO, la campagne qui a lieu tous les 2 ans, donc où on fait une revue d'équipe et où on identifie les talents, les potentiels et les collaborateurs qui ont besoin au contraire de soutien. Et par exemple, encore, la conférence de presse, c'est le moment où le manager doit démultiplier des informations liées à l'entreprise. Voilà, et puis peut-être ainsi un autre exemple, enfin 2 autres exemples en matière de recrutement, ce qu'on peut transférer, donc c'est recruter autrement par le sport. Le premier, c'est grâce au groupe BPCE, on a pu participer à un événement exceptionnel intitulé Into Job, donc c'était au Stade Français à Paris. Donc on a été une quinzaine d'entreprises de BPCE à y participer, donc on est tous venus avec une ou plusieurs équipes composées donc de 10 collaborateurs et également de 3 candidats externes donc en situation de handicap. Donc ça a été une journée qu'on a passée collectivement, donc on a pu jouer en équipe et on a pu aussi s'affronter en faisant donc des sports, enfin du parasport et également donc des sensibilisations un peu ludiques autour du handicap et du sport. Et donc ça a été une journée formidable parce que ça a permis de sensibiliser différemment au handicap, mais ça a permis aussi à nos recruteurs RH qui étaient présents de passer un moment convivial avec les candidats externes et non pas un entretien de recrutement classique basé sur un CV, une lettre de motivation. Donc en fait, nos recruteurs RH ont dû juger des compétences et du savoir-être. Donc du coup, voilà, c'était pour illustrer. Et puis peut-être aussi toujours sur le recrutement, un deuxième exemple aussi que je trouve qui est intéressant. Donc ça, c'est une nouvelle initiative. On se lance cette année. C'est une initiative interbancaire qui s'appelle Déclic Sportif et dont l'objectif est d'insérer professionnellement des jeunes du milieu sportif qui sont en décrochage scolaire. Et donc c'est basé sur un partenariat donc, avec l'APELS, donc, qui est l'association pour l'éducation par le sport, donc, qui va être en charge de sourcer ces jeunes dans le milieu sportif. Oui. Ça va être aussi basé sur le partenariat avec l'ES Bank, donc, qui va être en charge de monter des promotions d'alternance donc, pour former ces jeunes. Et évidemment, le troisième, donc les troisièmes, ce sont les entreprises qui se lancent dans l'aventure. Et donc, ils vont donc recruter donc, ces jeunes, non pas sur le diplôme, puisqu'ils n'en ont pas, ou peu, mais sur les soft skills qu'ils ont développés notamment grâce au milieu sportif. Et ces fameux savoir-être dont on parlait tout à l'heure, et puis toutes ces notions d'intelligence émotionnelle finalement qui vont un peu plus en ligne de compte. On est sur justement les notions d'innovation, de nouvelles stratégies, innovation qui sera aussi, je crois, un thème développé pendant ces universités des référents handicap à GFIP. Virginie, la BPCE, dont fait partie le Crédit Coopératif, on le sait, soutient près de 200 athlètes valides ou para. Et alors justement, le Crédit Coopératif choisit principalement d'être partenaire du côté paralympique. Pourquoi cet engagement ? Alors effectivement, le Crédit Coopératif est partenaire premium de Paris 2024 et on en est très fiers parce que déjà c'est une première, puisque ce n'était pas du tout dans notre culture d'entreprise donc d'être partenaire des Jeux Olympiques. Donc là-dessus, c'est... Alors pourquoi cette fois-ci ? Tout simplement parce qu'à partir du moment où le comité d'organisation de Paris 2024 s'est engagé à organiser des jeux durables et inclusifs, il nous a semblé normal d'en faire partie puisque c'est vraiment, ça rentre vraiment dans les missions et l'ADN du Crédit Coopératif. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas d'ailleurs le Crédit Coopératif, peut-être juste un mot. Donc, on est une banque coopérative, on est une banque engagée et on accompagne tous les acteurs qui veulent construire un monde plus juste, plus durable, plus inclusif, etc. Et donc c'est pour ça effectivement qu'on a choisi en tout cas la branche paralympique parce que c'est effectivement dans notre cœur de Alors, cœur. On parlait tout à l'heure, est-ce que dans la salle tout le monde connaît 3 noms de sportifs para, enfin d'athlètes para ?
Vous, au Crédit Coopératif, vous en soutenez évidemment quelques-uns. On va parler de 3 personnes. Alors, juste, je fais une parenthèse. J'ai une astuce pour des noms. Si vous ne connaissez pas les noms des sportifs, il y a une bonne astuce, c'est de dire l'équipe de France de rugby fauteuil. Ça, c'est bien. Et vous avez aussi la même avec l'équipe de France de cécifoot. Bon, pour en revenir plus sérieusement, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les 3 athlètes que vous soutenez? Oui. Alors, effectivement, donc le partenariat donc, Paris 2024 repose sur le soutien d'athlètes et de para-athlètes. Donc, nous, au total, on en soutient 4. Donc, il y a 2 hommes, 2 femmes, et dont 3 qui sont en situation de handicap. Donc, nous avons Alexandre Di Poco-Evan, donc sur la partie saut en hauteur, donc en sport adapté. Nous avons Lucas Créange, en sport adapté également sur le ping-pong. Et nous avons Zakia Kundadadi en para-taekwondo. Et enfin, nous avons donc Marine Boyer en tant que gymnaste artistique. Donc, on les soutient par des actions de mécénat, mais également de formation et de reconversion, parce que la carrière après sportive est aussi très importante. Et peut-être préciser, voilà, si on regarde un peu au niveau du groupe BPCE, ça représente près de 220 athlètes et para-athlètes donc, qui sont soutenus, dont un tiers sont en situation de handicap. Oui, donc là on le voit, une équipe mixte et donc valide et para, on décloisonne et les stratégies effectivement un peu double projet ou carrière derrière, comme exactement ce qu'on voyait comme exemple tout à l'heure avec Karine Rousseil et Bouygues Construction. On va revenir vers vous d'ailleurs si c'est possible en distanciel. Karine Rousseil, la présence d'Alexis en Quinquan, est-ce qu'on sent que ça crée une dynamique aussi autour du handicap, un peu comme, comme vous avez un champion dans vos rangs, qu'est-ce que ça provoque comme dynamique positive au niveau de l'entreprise? Il y a une mobilisation, un engagement, un enthousiasme vis-à-vis d'Alexis qui est extrêmement fort. C'est vrai que ce soit sur les réseaux sociaux, externes ou internes, on partage énormément l'ensemble des performances d'Alexis et ça donne un vrai sens finalement à la politique handicap qu'on mène depuis des années. C'est vrai que nos collaborateurs ont le sentiment que finalement, enfin plus que le sentiment d'ailleurs, ils se rendent compte qu'on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. Et ça, c'est très fort. C'est vrai que vous parliez tout à l'heure de la professionnalisation des athlètes. C'est vrai que l'ensemble des fédérations avec lesquelles on est en lien concernant Alexis, c'est un leitmotiv pour eux, c'est-à-dire que ce qui a permis aussi Alexis, et Alexis nous le dit, d'être serein et peut-être performant, en tout cas une partie, au-delà de ses performances sportives, c'est d'être serein dans sa tête. Il a aujourd'hui un contrat en CDI chez nous et c'est quand même pour lui un accompagnement et une sécurité qui est extrêmement importante parce que si demain, et je ne lui souhaite pas, et je ne lui souhaite pas, il lui arrivait quoi que ce soit, il sait qu'il a un contrat, il a un emploi et la sécurité pour sa famille aussi, puisqu'il est papa de 2 jeunes enfants. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et il y a un autre point sur lequel j'imagine que vous êtes vigilant, c'est cette notion, parfois on parle de super-héros, c'est-à-dire il est salarié en situation de handicap, il est champion paralympique, il y a un positionnement équitable, on n'est pas obligé d'être champion paralympique pour avoir un emploi dans l'entreprise et pour être soutenu évidemment. Heureusement, parce qu'on n'en aurait pas beaucoup. Hein. Et on a besoin, mais en fait, ce qui est important, c'est que l'individu a toute sa place. Et vous parliez des soft skills, on est aussi beaucoup dans la reconversion professionnelle et de plus en plus, parce qu'on n'a pas toujours la vocation quand on est encore dans les bacs à sable. Donc, finalement, on peut avoir des reconversions et qui sont heureuses. Kevin en est l'exemple, Alexis en est l'exemple. Et quand on a l'envie, la motivation, l'esprit d'équipe, parce que nous, dans nos métiers du bâtiment, l'esprit d'équipe est essentiel. Quand on fait attention aussi en termes de sécurité à l'autre, ça, c'est aussi clairement
quelque chose qui est essentiel dans le sport. Quand on prend soin de l'autre, quand on a envie de gagner en équipe, mais finalement, on a toutes les qualités pour rejoindre notre organisation, et qu'on soit sportif de haut niveau ou pas, bien évidemment. Kevin Gazet, justement, un petit mot. Vous suivez les perfs d'Alexis avec vos collègues, vous en pensez quoi? Écoutez, on est de tout cœur derrière lui parce qu'il fait partie de mon service. Donc Bah j'ai oui. eu la chance de travailler avec lui sur les chantiers, mais aussi au sein du service prévention. Et l'une des grandes qualités qui nous rassemble tous les deux, c'est la détermination. On a un objectif et on va jusqu'au bout. Et vous faites, est-ce que ça vous donne envie de vous mettre au sport, ou est-ce que vous faites déjà un peu de sport aussi en parallèle de votre boulot? Là, ça va être beaucoup de marche et de vélo, surtout pour remuscler le dos. Ouais. La natation, je ne suis pas un expert, mais c'est déjà pas mal. Non, mais le vélo, c'est super, effectivement. Je suis un peu militante sur les bienfaits du sport pour la santé de manière générale. Merci beaucoup, Kevin Gazet et Karine Rousseil. Pardon. On va revenir avec Virginie Renon. Comment est-ce que l'entreprise peut s'appuyer sur les Jeux paralympiques pour faire évoluer les regards autour du handicap? Quelle stratégie est-ce qu'on peut mettre en place? Est-ce que vous allez mettre en place notamment? Alors peut-être tout d'abord une info qui a toute son importance, c'est de préciser que le handicap, c'est plus de 15 ans d'engagement au sein du Crédit Coopératif. Donc on est dans le cadre d'un 6e accord handicap. Et donc on a un plan d'action d'ici 2025 qui est vraiment porté par tout le monde. D'ailleurs, notre sponsor est notre directeur général. Donc voilà, pour vous dire que le comité de direction générale est vraiment moteur et acteur sur le long terme, sur ces oui. sujets. Et c'est hyper important. Ouais. Donc pour préciser que l'axe changer le regard fait vraiment partie de presque notre quotidien, puisqu'on en parle et on sensibilise, on communique et on organise des événements tout au long de l'année. Et le fait donc d'être partenaire premier homme des Paris 2024, ça va nous donner une vitrine supplémentaire. Ça va vraiment nous permettre d'élargir le débat et donc de pouvoir toucher encore plus de collaborateurs en interne, mais également en externe, d'autres parties prenantes. Donc le fait, même si on a l'habitude d'organiser dans notre entreprise des événements autour du handicap, le fait d'ajouter l'angle sport, ça va permettre de toucher une cible de collaborateurs qu'on ne pourrait pas toucher, qu'on pourrait pas toucher tout simplement. Et ça, parce que marier le sport et le handicap, ça permet vraiment donc de donner un discours positif, puisque le handicap dans l'entreprise est souvent perçu comme une contrainte. Donc là, le fait de l'associer au sport, c'est source de performance et ça se voit. Donc on peut le montrer, ça se voit. Donc c'est vraiment... ça marche bien. Donc pour 4 axes, on a vraiment 4 axes sur lesquels on déroule Paris 2025. Le premier, c'est qu'évidemment on mobilise activement nos para-athlètes. Donc là, ça va être des vidéos, des reportages pendant leur entraînement. Ça peut être aussi, on va les convier pour qu'ils rencontrent et qu'ils prennent la parole devant nos collaborateurs et puis en externe. Et ça, c'est des moments qui sont vraiment très forts, des moments émouvants. Ce sont des témoignages positifs. C'est du team building, en fait, un petit peu. On fait les deux, en fait. Ça peut être sous format conférence, sous format, effectivement, team building. D'ailleurs, on en a fait, il y en a un il y a quelques jours. Alors là, on n'a pas fait parler un de nos para-athlètes, mais il y a eu une demi-journée de team building avec nos nouveaux embauchés, et donc ils ont passé l'après-midi à s'initier au basket et au basket fauteuil, donc au club de Nanterre 92. Et voilà, donc ils ont pu se mettre à la place d'eux, d'être sensibilisés au handicap, et donc aussi ça donne le ton quand on rentre dans une entreprise. Et on a été plus loin, c'est que aussi les points qui étaient gagnés ont été transformés en dons qui ont été reversés à la fin de la journée, donc à cette section d'handisport. Donc ça, c'est un peu premier axe. Deuxième axe, on va mobiliser nos collaborateurs engagés. Et donc là, avec le groupe BPCE, on a eu la chance de pouvoir proposer à des collaborateurs d'être volontaires de Paris 2024. Donc là, on a 18 collaborateurs qui vont pouvoir vivre cette aventure, qui vont être au cœur de l'organisation de ces Jeux.
Et donc, ça va être une magnifique aventure. Et donc, on leur a proposé également d'aller un petit peu plus loin et finalement d'être ambassadeurs de notre politique handicap en interne. Donc, du coup, on va les former au handicap et on va même mettre en place un partenariat avec APF France en handicap pour les former à l'accueil de personnes en situation de handicap. Donc, ça aussi, voilà, c'est aussi un exemple de ce qu'on peut transférer dans l'entreprise. Et ça crée de la demande, ça crée de l'envie. Vous sentez du coup que ça génère de l'envie? Complètement, ça génère de l'envie, de la motivation, enfin vraiment ça donne du sens en plus du quotidien au travail. Donc c'est assez, et c'est un côté aussi glorifiant pour les collaborateurs parce qu'ils vont quelque part candidater, ils vont être aussi retenus et puis voilà, c'est une mission supplémentaire dans leur quotidien, donc c'est vraiment très chouette. D'accord. Oui, vous avez dit 4 axes. 4 axes. Non, alors du coup, j'en ai encore 2 autres. Il reste 2 autres, c'est ça. Ouais, 2 autres. Donc le troisième, c'est donc de pouvoir s'appuyer sur des temps forts dans l'année, des temps fédérateurs, donc pour organiser ou participer à des événements. Donc là, j'avais, pour vous donner un exemple, lors de la journée paralympique en 2022, donc on a été partenaire du live des Jeux qui sont déroulés au Trocadéro à Paris, et donc on a monté un stand et on a invité tous nos collaborateurs, mais également nos clients sociétaires et notamment nos associations en lien avec le handicap. Et donc ils ont pu venir et donc faire des épreuves d'handisport. Donc ça, c'était aussi... on a eu un moment très émouvant, peut-être à préciser. On a notre conseil d'administration qui est venu et qui a pu jouer un match de fauteuil basket avec l'équipe de France. Donc voilà, c'est des moments qui sont... Ouais, ça marque. Ouais, ça marque. D'accord. Et dernier axe? Ouais, et dernier axe, donc sur la partie changer le regard. Donc là, on a pu créer une web série pour casser les préjugés sur le handicap. Et également, donc, on a donné la parole à un certain nombre de personnalités publiques ou d'anciens athlètes pour leur donner leur vision de l'inclusion. Et voilà, c'est aussi des témoignages qui sont inspirants. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Virginie Renonde, pour le Crédit Coopératif. Le mot de la fin avec... avant de passer aux questions du public, le mot de la fin avec vous, Ludivine Munoz. C'est un peu large comme question, mais comment on capitalise, en fait, quand on entend tous ces témoignages, et comment on capitalise sur cette dynamique que crée comme ça, qu'impulse ces Jeux de 2024, ces Jeux para? Nous, on capitalise tous les éléments, on crée un plan d'héritage. Comment on se positionne aujourd'hui en se disant les Jeux paralympiques, alors pour le coup, la partie vraiment transformatrice dans une société, c'est la dimension des Jeux paralympiques. Comment on rend visible cet événement pour que l'intégralité du public français puisse connaître l'excellence performance des athlètes paralympiques, puisse comprendre que le handicap, c'est pas un frein, c'est pas forcément qu'une difficulté, comme vous l'avez dit juste avant, mais que ça peut être source de bonheur, source de performance, développement de capacités physiques qu'on n'aurait jamais imaginées, et comment on crée dans le regard de chacun finalement la visibilité du handicap pour que plus personne enfile un pantalon en se disant je vais cacher mon handicap demain en allant dans un lieu public, ou au contraire je vais cacher mon handicap sur un CV parce que potentiellement c'est un frein à l'embauche. Voilà, donc c'est la visibilité des Jeux paralympiques qui vont nous aider à transformer cette société, même si bien entendu dans notre programme Héritage on a de nombreux dispositifs qui aident au développement de la pratique parasportive, qui aident à l'emploi mais aussi à la reconversion du personnel en situation de handicap. Et forcément on va parler aussi de la médiatisation, comment on forme les médias à bien parler de sport avant tout, de performance, avant de parler d'accidents ou avant de parler de difficultés, de pathologies. Voilà, c'est un peu tout ça aujourd'hui qu'on attend. Et moi, mon clin d'œil, c'est comment on change les comportements dans un réflexe du quotidien. Parce qu'au-delà de la rampe d'accès qui est nécessaire, au-delà de l'ascenseur qui est évident, et finalement, comment on travaille dans un food truck et on ne tend pas à Laetitia Bernard une carte de menu sans lui lire ce qu'il y a écrit dessus. Comment on arrive à ne pas faire attendre quelqu'un qui a une béquille parce que du coup, il ne peut pas rester longtemps debout. Voilà, comment on transforme notre regard sur nous-mêmes, sur nos événements et sur nos comportements face au handicap pour ne pas marginaliser des gens qui veulent simplement avoir une place dans la société. Merci beaucoup, Ludivine.
Et ce qui en vient de nouveau à dire, effectivement, que plus on va voir des personnes avec un handicap vivre, c'est-à-dire fonctionner dans le flux de la société, plus ça va être simple, parce que parfois on se complique beaucoup en réfléchissant à des grandes méthodes, alors que, effectivement, avoir le réflexe de verbaliser quand on tend un menu en disant « je vous tends une carte » ou « le plat du jour, c'est ça », ça va plus vite. Et en fait, c'est pas extraordinairement compliqué, parfois c'est juste du bon sens, et il y a toutes ces petites choses effectivement à intégrer progressivement, et les jeux vont sans doute sûrement même nous aider à tout cela. Alors on va se reconcentrer sur les notions d'emploi. Est-ce qu'il y a des questions? Alors on a à la fois des questions dans la salle et à la fois des questions en ligne. Je vous propose qu'on prenne en alternance, et puis n'hésitez pas à vous présenter quand vous posez une question, enfin, si vous posez une question. Alors, est-ce qu'il y a une question dans la salle? Pas encore. Et en ligne? Non plus. En fait, on a tout dit, c'est ça. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un quiz sur le nom des potentiels médaillables aux Jeux paralympiques 2024? Question? Ça y est, ça s'enclenche. Bonjour, merci d'abord pour ce moment agréable. Charles Mirin, pardon, agence Charles et Compagnie, agence de communication éthique. J'ai une question, moi, sur le regard des médias. Alors, peut-être que c'est Laetitia qui va pouvoir nous en parler, mais non. Je trouve que quand on n'aime pas vraiment le sport, ce qui est mon cas, on a du mal à voir ce qui va se passer au moment des JO. Et en revanche, quand on lit la presse internationale, ce qui est mon cas, on trouve que, par exemple, après Londres, le sport paralympique est devenu aussi important que le sport traditionnel. Est-ce que vous avez l'impression que ça va être la même chose? Et quels sont les moyens que vous avez, ou quels sont les moyens que vous allez vous donner pour que le grand public s'intéresse autant au sport qu'au sport paralympique? Allez, je démarre. Effectivement, c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'événements transformateurs d'une société, parce que souvent les journalistes, les médias, les diffuseurs n'osent pas parler de sport paralympique parce qu'ils ne les connaissent pas assez. Donc c'est pour cette raison que nous, on a mis en place des séminaires de sensibilisation des médias pour parler parasport, pour expliquer ce qu'est la boccia, le goalball, qui est Alexis en Quinquan, parce qu'on va en rigoler, mais moi je me suis vue derrière mon écran en tant que consultante devant la sortie des athlètes et para-athlètes à la sortie de l'Élysée. Ils ont interrogé exclusivement Teddy Riner, parce que quand Alexis est passé, le journaliste ne savait pas qui c'était. Donc forcément, ils ne se sont pas arrêtés en disant « Alexis, quelle est votre impression de votre nouvelle récompense ?» Voilà, donc c'est toujours la difficulté. Donc nous, on accompagne la formation. On a eu ainsi un projet très ambitieux en termes de contrat de diffusion. Chaque édition des Jeux paralympiques casse les codes. On parle beaucoup de Londres parce que c'était en Europe. Ce sont les derniers Jeux paralympiques qu'on a vus en Europe. Mais si on reprend tous les chiffres des éditions qui ont suivi, elles ont elles aussi dans leur pays et dans leurs entourages cassé les codes sur la dimension visibilité. Pour vous donner un exemple, à Tokyo, même s'il n'y a pas eu de spectateurs, il y avait plus de 4 millions d'intentions d'achat de billets pour les Jeux paralympiques. Donc finalement, on est convaincu qu'en montrant les Jeux paralympiques, on va créer un engouement et une appétence. Après, forcément, il faut que les médias poursuivent cette visibilité par la suite. Et c'est pour ça que tout ce qu'on fait, comme par exemple la journée paralympique, on veut l'inscrire dans le calendrier des événements visibles après la journée olympique, bien entendu, mais en tout cas, voilà, l'essai. Et puis, on a aussi 2 gros événements cette année qui vont permettre de préparer les spectateurs. Ce sont les championnats du monde de para-athlétisme à Charletti du 8 au 13 juillet 2023, suivi de la Coupe du monde de rugby fauteuil qui auront lieu en octobre 2023 avec une finale à l'Arena Bercy. Donc là aussi, c'est comment nous, on a travaillé avec eux pour demain donner de la visibilité à cette dimension parasportive. Et puis après, il faut se le dire, c'est quand les gens qui lisent la presse, qui se mettent derrière leur écran, montrent l'engouement qui existe autour de ces sports, et bien que ça permettra de générer une poursuite et une continuité des grands événements internationaux. Voilà, donc on a beaucoup d'espoir. Et ce qu'il faut maintenant, c'est que la dynamique se mette en place. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? À distance peut-être, ou j'imagine qu'on me l'aurait dit. Toujours pas ? Toujours pas. Bon. Eh bien, alors, est-ce qu'on conclut ou... Ah, une question.
Je voulais apporter un commentaire en complément de ce que vous venez de dire sur la diffusion des Jeux paralympiques en même temps que les Jeux olympiques. L'ARCOM, qui est anciennement CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, fait aussi un énorme travail auprès des chaînes et diffuseurs, vraiment depuis plusieurs mois déjà, pour préparer ces événements, pour sensibiliser. Et c'est important aussi, puisque ça fait partie de leur rôle et que les chaînes en général tentent d'écouter ce qu'on leur dit. Voilà, c'était juste pour vous apporter cette précision. Ah oui, pardon, je ne me suis pas présentée, effectivement. Heureusement que Charles est là. Je suis Jaleh Bradea. Je travaille sur les questions d'inclusion et de handicap au sein du groupe Vivendi et je fais partie du comité scientifique des universités de la GFIP. Voilà. Oui, c'est vrai que et l'ARCOM qui a d'ailleurs son comité handicap et médias désormais depuis, je ne sais même plus, depuis 1 an ou 2 maintenant, effectivement. Le comité scientifique, j'en profite pour saluer ce comité et le remercier pour tout le travail de préparation qui a été fait en amont de cette table ronde avec Natacha Felous. Dernière question. Question d'une dame à gauche. Je fais l'écho. Bonjour à tous, moi Isabelle Lacour d'Anjou, je suis chargée de mission pour les entreprises s'engagent en Charente-Maritime. Je suis une ancienne athlète olympique et j'ai créé l'Aviron chez les personnes handies en 2004. Bravo. Et c'est vrai qu'il y a eu du chemin de fait. Moi, je vous félicite pour tous les témoignages que vous avez apportés. Et pour moi, les Jeux paralympiques, l'onde de choc sera encore plus forte le jour où la flamme ne s'éteindra pas entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Voilà, c'était juste ça. Eh bien, je pense qu'on va conclure sur ce propos. Finalement, j'ai une question en ligne. Allez, super. On n'en a pas eu encore. Alors, après un débat récent avec des élus du mouvement olympique, une question est apparue. Faut-il, selon vous, mélanger les épreuves olympiques et paralympiques ou garder ce modèle de 2 événements séparés? Moi, j'ai une réponse, mais je n'ai pas le droit de... Alors, moi, moi, j'aimerais bien vous dire que je verrai, j'espère, un jour, pouvoir voir cette mixité entre olympique et paralympique. Ah, comme toi. Pour le coup, on n'est pas encore prêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vous parle de Sandrine Martinet, qui est médaillée d'or en parajudo aux Jeux de Rio, vous me dites que vous ne la connaissez pas, alors que tout le monde connaît Teddy Riner. Donc voilà, il faut juste que quand on peut mélanger une compétition, forcément, le risque, c'est que ce soit au détriment de la visibilité de la dimension paralympique. Aujourd'hui, peu de monde connaissent les finales de tennis fauteuil qui se déroulent depuis plus de 6 ans à Roland-Garros. Donc c'est pour ça que le sujet de la visibilité olympique et paralympique, on n'est pas prêt dans cette société aujourd'hui à pouvoir donner la visibilité autant aux Jeux olympiques que paralympiques. Ensuite, dans un modèle raisonnable, comme aujourd'hui on demande d'organiser des Jeux olympiques et paralympiques responsables, mélanger plus de 13 500 athlètes dans un même village olympique et paralympique, dans des mêmes sites de compétition, ça nécessiterait qu'on multiplie tout par 2. Donc toute cette dimension aussi économique est compliquée. À la question pourquoi on ne les met pas l'un derrière l'autre, juste séparés de quelques journées. En fait, le temps que les athlètes paralympiques arrivent et puissent s'acclimater au village et aux infrastructures, et que nous, on ait le temps de nettoyer et de remettre les agitos à la place des anneaux olympiques, c'est pour cette raison qu'on a 17 jours entre les 2 événements. Côté visibilité paralympique, se retrouver en fin août, début septembre pendant la rentrée scolaire, c'est pas difficile, puisque finalement on peut mobiliser toutes les écoles sur la 2e partie des Jeux paralympiques à venir découvrir ce qu'un athlète en situation de handicap peut faire. Donc c'est quand même une belle visibilité de pouvoir accompagner les centres sportifs, les éducateurs et les écoles début septembre à venir voir les Jeux paralympiques. Donc voilà, aujourd'hui, ils ne sont pas communs. Aujourd'hui, ils ont 2 marques différentes que nous, on a réunies autour de l'emblème et autour de l'équipe de France unie. Mais à terme, pourquoi pas, je l'espère, que peut-être on verra un événement unique. En tout cas, on a vu qu'au sein des entreprises, il y avait des équipes mixtes maintenant, puisque les entreprises soutiennent aussi bien des athlètes valides que des athlètes para. Et cela permet de bouger les cloisons, de faire bouger les lignes, d'échanger, de partager, de transférer différentes valeurs. Et c'est déjà quelque chose d'extrêmement positif et qui fait avancer. Merci à tous d'avoir écouté cette heure de débat. Et je vous souhaite une très belle suite d'université.
Et merci à tous les intervenants, à tous les participants à cette table ronde. Merci beaucoup Laetitia, merci à tes invités, merci chers amis. Comme ce matin, je vous invite à rester dans cette belle salle de l'Atrium du Palais de la Bourse de Bordeaux. Et je vous invite parce que dans quelques secondes, le deuxième talk de la journée va se présenter à vous. Il s'agit de Caroline Leflour. Nous allons parler de résilience. C'est un mot qu'on n'a pas encore entendu. Résilience et vous par Caroline Leflour. Deuxième talk de la journée. À toi Caroline. Merci Karine. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Caroline. Oui, bonjour. Alors, vous avez des questions sur la résilience ou pas? Ou j'enchaîne, en fait, c'est ça? Improvisation totale. J'y vais. Alors, pour l'exercice, je viens ici, pourquoi? Parce que je suis une résiliente multirécidiviste. Donc, j'ai des petits galons en termes de résilience. Alors, pourquoi? Parce que j'ai eu un burn-out à 28 ans, un cancer à 32 ans, une infertilité déclarée à 36 et j'en passe, puisque l'histoire du cancer ne se conjugue pas qu'au présent, n'est-ce pas? Il y a des effets secondaires dans la vie, problèmes cardiaques, tutti quanti, donc forcément des impacts sur la vie personnelle et professionnelle. Est-ce que tout le monde connaît la résilience ici? Qui pense savoir ce qu'est la résilience? Vous pouvez lever la main ou me faire un signe. Ouais, ok. D'accord, si vous deviez donner un ou deux mots, ce serait la capacité de rebond, ok. Quoi d'autre? Se transcender, ok. Quoi d'autre? Faire face, ok. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ça va? Ok, alors du coup, je vais improviser parce que je n'avais pas forcément compris l'exercice, pour tout vous avouer. C'est ce qui est drôle. Alors du coup, je vais poser le contexte. Donc moi, le point de départ de la résilience, pour moi, ça a été, heureusement que j'ai pris mes petites notes, ça a été le cancer. Pourquoi? Parce que quand je suis tombée malade et que j'ai appris que j'avais un cancer, j'avais 32 ans. J'étais une jeune cadre dynamique qui voulait se prouver beaucoup de choses et prouver beaucoup de choses à ses employeurs et à ses parents, n'est-ce pas? Même si j'avais 28 ans, j'étais quand même... Enfin, non, pardon, oui, 28 ans. J'étais quand même assez travaillomane, même trop. Donc, je me suis burn-outée, craquage. Burn-out, vous savez ce que ça veut dire? Yes. Yes. Ouais, grillage total, arrêt de la machine, débranchage inopiné du corps et de toute la personne. Je me suis retrouvée du jour au lendemain à plat, total. Problème de santé à répétition, et puis on m'annonce quelques temps plus tard que j'ai un cancer. Donc j'ai eu un lymphome B grande cellule primitive du médiastin. Ça claque un peu? Beaucoup. Ouais, on a l'air intelligent quand on dit ça. Donc voilà, donc j'ai eu un cancer, 9 mois de chimiothérapie intensive, j'ai été à l'hôpital tout le temps. Et puis, moi, j'ai eu envie, pendant que j'étais... C'est à ce moment-là, quand j'ai commencé à vivre la maladie, que j'ai découvert, pas consciemment d'abord, j'ai pris conscience de tout ça après, quand je suis sortie de tout ça. Et ma résilience est éprouvée encore aujourd'hui chaque jour. J'ai découvert que j'avais des capacités de résilience. En tout cas, je les ai mises en œuvre à ce moment-là. Pourquoi? Parce que j'ai eu envie de rebondir de ce qui m'est arrivé, avoir la capacité de traverser ce qui m'était arrivé. Et j'ai choisi pour cela l'écriture, l'humour. J'interviendrai ce soir justement avec un extrait de mon One Woman Show, n'est-ce pas? Et j'aurai aussi l'occasion de jouer 2 sketchs avec Christophe Ledler qui sera là avec moi sur scène. Et on pourra vous proposer justement notre note humoristique et nos touches d'humour. Donc pour reprendre l'histoire, j'ai choisi d'écrire, j'ai choisi l'humour et j'ai donné naissance à mon premier bébé de ma vie,
qui s'appelle le One Woman Show, la chauve-souris, avec un T. Vous avez compris ou pas, le jeu de mots? La chauve qui sourit, j'ai 3-4 personnes qui sont là. Donc évidemment, j'ai été chauve, la chimiothérapie m'a totalement éradiqué les bulbes à tout niveau, hein, donc c'est pratique pour l'épilation intégrale, mais c'était pas très glam au niveau capillaire. Donc du coup, j'ai décidé de prendre les choses à bras le corps, par la vie, en mode frontal, et j'ai décidé de rester actrice de ma vie. Un levier de résilience aussi hyper important. Donc affronter, traverser, rester acteur de sa vie. L'humour est une capacité, en tout cas, est un des traits de personnalité des personnes qui sont très très résilients, mais je vous rassure, vous n'avez pas besoin d'être drôle pour être résilient. À votre avis, quelles sont les caractéristiques d'une personnalité résiliente? Osez, allez-y. Ne pas se décourager. Ouais, la persévérance, c'est ça que vous voulez dire, ok. Une autre qualité? La bienveillance. La bienveillance, oui, tout à fait, avec soi-même. Sur soi. Et avec les autres, en effet. Quoi d'autre? Écouter les signes extérieurs. Alors, je vais prendre par ordre. Écouter les signes extérieurs, oui, dans quel sens? Et je reviens à vous. Écouter les mains tendues, l'aide qu'on peut avoir. Ah ouais, en effet. Moi, j'ai appris quand j'étais malade à savoir demander de l'aide. Je ne savais pas. Je ne savais pas demander de l'aide. Et ça fait partie des facteurs externes de la résilience. C'est-à-dire qu'en facteurs, on aime bien les thèmes et les mots très techniques, comme on analyse un sujet. Donc dans les facteurs internes, on a tout ce qui est personnalité, les traits de la personnalité. Et dans les facteurs externes, il y a tout ce qui est l'environnement et la capacité que la personne aura notamment à demander de l'aide à autrui, à avoir un entourage bienveillant et très soutenant. Ça vous parle? Sécurisant, pas plombant, pas toxique, parce que quand on est déjà un petit peu la tête sous l'eau, on n'a pas besoin de quelqu'un en plus sur soi pour s'enfoncer un peu plus et toucher le fond. Même si, quand on touche le fond, on peut remonter avec un petit coup de talonnette, ce qui fait partie des capacités de résilience. Et donc, je ne vous ai pas du coup entendu, madame. La détermination, la volonté et la détermination, oui. Alors, il y a une certaine caractéristique dans les grands traits de personnalité résilient. Il y a la capacité de se lancer des défis à soi-même, la capacité d'engagement face au sujet. Voilà. OK. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Parce que je vais reprendre ma petite fiche. Oui, s'il te plaît. Alors, ben oui, parce que moi, je pars en impro dans ces cas-là. Alors oui, il faut que je vous raconte. En effet, j'ai eu mon cancer et puis ensuite je reviens en entreprise parce que j'ai eu donc 9 mois de chimio. Je vais revenir à la résilience. Tout ça est résilience, hein, bien entendu, c'est mon histoire. Donc je fais 9 fois de chimiothérapie. Donc j'ai été arrêtée quasiment 2 ans et je reviens en entreprise. Les cheveux ont repoussé. Donc là, j'ai des collègues qui me tapent dans le dos puis qui me disent alors c'est fini. D'autres me fuient parce qu'ils ont un peu peur de parler avec moi. Ils savent pas quoi me dire. Ça, on en parle souvent quand je joue le One Woman Show en entreprise. Comment on parle à une collègue malade, comment on réagit face à quelqu'un qui est malade. Est-ce qu'on en parle en entreprise? Est-ce qu'on n'en parle pas? Qu'est-ce qui est le plus juste pour soi? C'est hyper important. En tout cas, moi, ça a été important pour moi. Donc, je reviens en entreprise et puis en fait, moi, j'étais jeune cadre dynamique. Je n'avais pas encore compris la fatigabilité liée à la maladie et je voulais revenir comme avant. Donc, je reviens et je fais en sorte qu'on oublie mon histoire de cancer, puisque moi-même je voulais l'oublier, et je voulais revenir dans la même vie qu'avant. Donc je reprends le travail, pleine balle, et je n'en parle pas trop, je ne veux pas qu'on m'en parle non plus. Les seules choses sur lesquelles j'accepte de communiquer, c'est avec mes collègues, c'est-à-dire que quand les collègues sont mal à l'aise, je parle le biais de l'humour, je les fais parler pour qu'ils ne se sentent pas mal à l'aise avec moi. Mais j'ai beaucoup de mal au début, et puis je me rends compte de ma fatigabilité, je me rends compte que ça ne va pas être possible, mon corps me dit « stop », puisque j'ai appris à l'écouter pendant que j'étais malade. Et donc, je décide de lui faire confiance et de me dire, je vais quand même commencer à lever la main et à dire, là, il va falloir que j'ai besoin d'aide. Je regrette aujourd'hui une chose dans ma vie, c'est de ne pas avoir fait appel aux dispositifs qui existaient dans l'entreprise, que je ne connaissais pas. C'est aussi de la co-responsabilité du salarié, mais aussi de l'entreprise, puisque je ne connaissais pas du tout les dispositifs d'accompagnement et je ne savais pas que je pouvais être aidée. Donc, je reprends ma fiche pour ne pas digresser.
Donc je vous parlais de l'écriture du rire, oui, en effet. Et puis l'écriture revient en force puisque je reprends le travail. Au moment où je reprends le travail, où je commence à trouver à peu près mon équilibre, je me dis chouette, je vais pouvoir devenir maman. Et puis là on m'annonce qu'en fait, ça va être très compliqué. Et puis on m'annonce une infertilité. Et donc là, je tombe en dépression, parce que je n'ai pas vraiment encore vécu ma période dépressive. Si je vous parle du processus de résilience, il y en a plusieurs. Dans le processus de résilience, il y a une phase descendante qui correspond au processus de deuil. Et puis après, il y a l'acceptation qui arrive, et puis une phase ascendante, lors de laquelle on va jusqu'à la créativité. Ça peut être de la créativité très simple, hein, c'est pas forcément écrire un spectacle du tout, c'est devenir créatif pour soi, sur des petites choses du quotidien. Mettre en place des petites choses, savoir pour quelqu'un qui va être en fauteuil roulant, pouvoir attraper un objet par un petit dispositif astucieux ou ce genre de choses. Ça se joue, la créativité, dans tous les actes du quotidien. Ça veut dire aussi trouver un moment pour pouvoir feinter les charges familiales et se trouver un petit moment pour soi et se faire plaisir, par exemple, ça aussi c'est de la créativité. Donc la créativité revient au centre de ma vie et je reprends l'écriture avec verve pour encore une fois me sortir. Donc l'écriture pour moi ça a été le levier qui a fait tout le temps rebond pour moi et qui m'a permis de m'en sortir. Donc de ces écrits est né le One Woman Show La Chauve-souris avec un T. Là vous allez penser que je fais de la publicité, mais c'est parce qu'il fallait que je le dise normalement à ce moment-là. Et donc un One Woman Show que je joue dans toute la France pour des entreprises, pour des associations, pour des villes, dans lequel je raconte mon combat contre le cancer. Parce que quand j'étais malade, en fait, moi, je me marrais. J'avais besoin de rire de tout ce qui se passait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pendant que j'étais malade ? J'ai chaussé les lunettes de l'humour et je regardais tout ce qui m'arrivait avec un prisme très humoristique. Et j'avais envie de rire moi, mais j'avais envie de faire rire ma famille. L'humour et le rire me permettaient de prendre distance, me permettaient de dire des choses difficiles, mais avec une forme plutôt légère et ludique. Et donc, je me suis amusée de tout ça. Donc, dans mon spectacle, j'explique le parcours d'une résiliente, puisque c'est vraiment de ça. C'est un récit qui, finalement, est universel et qui permet de comprendre simplement une histoire de vie avec des galères en série, puisque c'est à peu près pour ça que j'ai le titre de multirécidiviste aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que je suis en train de vous saouler et de vous endormir tous là? Non, il y a des questions ou pas? Dites-moi, est-ce que certains se sentent résilients dans la salle? Qui se sent résilient? Est-ce que vous pouvez lever la main juste par curiosité? Allez-y. Si je vous dis humour, persévérance, esprit de défi, engagement, ouais, bienveillance avec soi-même. Ok, avoir la capacité de trouver les ressorts pour pouvoir s'en sortir, savoir se faire aider, est-ce que ça parle? Voilà, c'est des leviers de résilience hyper importants. Oui. Oui, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que finalement, toute personne, enfin, je sais pas combien, je suis devant, donc j'ai pas vu combien avait levé la main, mais est-ce que finalement tout le monde n'a pas cette capacité de résilience dès lors qu'on a une épreuve? Est-ce que c'est pas l'être humain Alors, c'est hyper important et super intéressant comme question. Je prône aujourd'hui un mouvement qui s'appelle Résilience-vous. Résilience-vous, EZ. Pourquoi? Parce que je pense que tout le monde a des capacités de résilience, sans aucun doute. Toute personne sur cette terre a des capacités de résilience, ayant vécu une épreuve ou non. Mais effectivement, on les met à l'épreuve, ces capacités, quand on a vécu quelque chose de difficile, puisque c'est à ce moment-là qu'on va aller puiser dans ses ressources profondes et qu'on va essayer de trouver les ressorts pour pouvoir s'en sortir. Donc oui, pour moi, c'est accessible à tous. Et c'est la raison pour laquelle, donc, je vais reprendre par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai écrit La Chauve-souris, j'ai traversé l'infertilité, j'ai fait 2 ans et demi, 3 ans de FIV, j'ai eu 7 fausses couches, petit palmarès. Je ne vais pas avoir honte d'en parler, parce que les femmes, je trouve qu'on n'en parle pas assez, ça sera l'objet de mon futur livre. J'ai eu 7 fausses couches, donc j'ai failli être maman 7 fois. C'est quand même 7 deuils, pas simple. Merci. J'ai eu un don d'ovocytes qui n'a pas abouti. On a décongelé mes ovocytes aussi, puisque j'avais été ponctionnée avant le cancer, ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai décidé, encore une fois, résiliente que je suis, de me dire ok. Et là, je vais vous parler d'un levier de résilience qui est hyper puissant, c'est la capacité et la manière dont on perçoit les choses. Le prisme de lecture de ce qu'on vit. Soit je vois les choses, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, est-ce que ça vous parle? Ben, c'est ça dont il s'agit. Donc à chaque fois, j'ai cherché l'opportunité, ou plutôt le côté positif à ce que je vivais. Et je me suis dit, ok, je ne peux pas transmettre.
Je ne peux pas être mère. J'ai des neveux et des nièces merveilleux, donc je suis totalement dingue. Mais j'aimerais, au-delà d'eux, laisser quelque chose que je vais faire naître moi. Et donc, il y a eu La chauve-souris, le spectacle. Il y a eu un livre, Le complexe du trampoline. Un deuxième livre, Résilience-vous, que j'ai amené là. Je vais vous montrer la couve quand même pour faire ma petite seconde publicitaire. Résilience-vous. Et donc, j'ai eu envie de transmettre. Et donc, en effet, j'ai voulu absolument transmettre ce que j'avais compris, puisqu'à chaque fois qu'on me croisait, les gens me disaient « Oh, tu cumules !» Ah ben c'est sympa d'entendre ça, mais à quoi ça sert si je transmets pas? Donc j'ai eu la chance de jouer le One Woman Show La Chauve-souris à Paris. J'ai été repérée par des éditrices chez Flammarion qui m'ont proposé d'écrire mon premier livre, Le complexe du trampoline. Et puis en écrivant ce livre-là, je racontais mon histoire, le récit de sa vie. La narration est hyper importante aussi dans la résilience. Quand on parle des formes de résilience, il peut y en avoir plein. Il y a l'engagement bénévole, l'engagement professionnel dans un domaine justement qui touche à la résilience. Il peut y avoir faire de la poterie, faire un dessin, se lancer un défi, sauter en parachute. Et il peut y avoir des petites choses. Et donc en effet, moi, ce qui a été hyper important pour moi, c'était de transmettre et de transmettre de toute forme que ce soit. Voilà. Est-ce que je suis trop sortie des clous, Charles, ou est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas abordées? C'est vrai? J'ai réussi à improviser en raccrochant les wagons. Ok, tu me fais un pouce si jamais je déborde. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi de très important? Oui, la résilience comme mission de vie, c'est ça. En fait, je voulais rebondir sur ce que vous m'avez demandé tout à l'heure, sur la part innée et acquis, en fait. Parce qu'on parle de est-ce que tout le monde est résilient? Oui, tout le monde l'est. Je défie quiconque de lire cette BD et de ne pas se trouver des caractéristiques de résilience. Alors, la résilience, elle compte sur vous, mais elle compte aussi sur votre environnement. Il y a des personnes que je reçois en cabinet, parce que j'ai aussi une casquette, parce que je suis humoriste, je suis auteure, mais je suis aussi psychopraticienne, et j'anime des ateliers, des conférences sur la résilience, des ateliers d'accompagnement à la résilience, et notamment au retour à l'emploi, il faut que je le déploie. Et donc quand j'accueille les gens en atelier, certaines personnes me disent, mais en fait, j'ai commencé, je me disais, je ne sais pas ce que c'est la résilience. Aujourd'hui, je sais ce que c'est et je me dis que je suis un super résilient ou une super résiliente. Ça repose sur moi, mais ça repose aussi sur mon entourage. J'ai une personne dans mon atelier notamment qui me disait, mais en fait, je me rends compte que je me sentais seule et puis quand je regarde, au final, non. Je me sens pas seule parce que je peux compter sur moi, parce que j'ai des ressources et pouvoir y accéder, en avoir conscience, ça donne une confiance en soi, une estime de soi plus forte, clairement. Et sur la part innée-acquis, c'est une question qu'on me pose très souvent lors de mes interventions. Est-ce que la résilience, selon vous, est innée ou selon vous, est acquise? Est-ce que vous pensez qu'on est résilient ou est-ce que vous pensez qu'on le devient? Vous avez 4 heures. Oui. La numéro 2? Les deux? Oui, exactement, bonne réponse. On a une part de notre personnalité qui est innée et une part de notre personnalité qui est acquise. Alors on va dire qu'il y a, dans ce qui est inné, c'est plutôt ce qui nous compose, comme notre tempérament par exemple. Et on a une part d'expérience, mais une part de personnalité et d'expérience qui va venir se raccrocher à tout ça. Donc il y a un peu de tout ça. Mais la super nouvelle, c'est que même si à la base on n'a pas une personnalité très très résiliente, on peut la travailler. Souvent quand on a envie, on se dit ah bah tiens je vais peut-être développer mon positivisme, c'est qu'au fond de soi on l'a déjà. On a juste à le cultiver, à le mettre en lumière. Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce que je suis dans les clous? Ouais, il te reste 3 minutes à peine. C'est vrai, 3 minutes à peine. Alors qu'est-ce que je peux vous dire concernant la résilience? Oui, à chacun son rythme. Je parlais du processus de résilience tout à l'heure. Il y a une chose qui est aussi super importante. C'est que donc, dans le processus de résilience, il y a plusieurs étapes. Moi, je les ai modélisées en 7 étapes. Et les personnes souvent me disent « Ouais, mais alors là, du coup, je suis là, ça veut dire que je suis loin de la sortie du bout du tunnel où il y aura peut-être de la lumière. » En réalité, non. Dans un processus de résilience, il y a une chose qui est hyper importante, c'est d'être écologique avec soi-même et d'aller à son propre rythme. Et pour pouvoir cheminer sur son parcours de résilience, il y a une chose qui est super importante aussi, c'est l'expression de ses émotions. Donc si j'ai une chose à vous
inviter à faire, si vous voulez être heureux dans votre vie, aujourd'hui, demain, épreuve ou non, c'est à apprendre à identifier, à écouter et à exprimer vos émotions. Voilà, je conclurai avec ça. Je pense qu'on est pas mal. Et si vous avez des questions, je suis disponible. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Il me rappelle que je n'ai pas fait ma pub. Alors, ça, c'est le dernier bébé, le 1, 2, 3, 4e bébé. C'est une BD qui s'appelle Résilience-vous. C'est une BD que j'ai voulu créer pour pouvoir permettre aux gens de comprendre ce qu'est la résilience, de vulgariser le concept et surtout de vous permettre de cheminer à travers l'histoire d'un personnage qui est très attachant, qui a perdu son poisson rouge, mais qui révèle une épreuve un peu plus profonde, de découvrir votre talent de résilient, vos talents de résilient, votre capacité, et voilà, et apprendre à vous connaître un peu mieux pour rebondir sur ce qui a été dit juste avant. Voilà, merci beaucoup à tous pour votre Caroline. écoute. Bravo. Et à ce soir. Avant, il y avait Boris Cyrulnik et la théorie de la résilience. Maintenant, il y a Caroline Leflour et la pratique de la résilience. Ouais. Merci Caroline. Ouais, c'est ça, exactement. Merci Charles. Deuxième talk de la journée. Je voudrais appeler Émilie Guibert. Après la résilience, le décalage. Vous allez voir ce que vous allez voir. Je m'efface et je passe en régie. Émilie, monte donc. Est-ce que je vais t'aider là parce que non, c'est pas. Je te donne pas celui-là. Viens. Bonjour, je m'appelle Émilie Guibert et depuis que je suis toute petite, je me sens comme un zèbre dans un monde de chevaux. Vous voyez, c'est un peu comme un sentiment de décalage, une sorte de sentiment d'étrangeté, de malaise interne, l'impression de ne pas trop être à ma place et l'impression aussi que les autres le voient, mais ne me le disent pas trop. Un peu comme un malaise qu'on ressent autour de moi. Et c'est vrai que ce qui a été difficile pour moi, c'est que j'ai eu très peu de feedback. Et vous savez, le meilleur feedback que j'ai eu, c'était il y a 10 ans. Un manager m'a dit « Émilie, tu es chiante en réunion. » Oui, tu es chiante en réunion. Et j'ai mis très, très, très longtemps à comprendre, mais vraiment très longtemps. Ça devait être compliqué apparemment. Et il a dit, en fait, c'est de l'enthousiasme. Ouais. Et t'es chiante parce que t'as toujours raison. J'ai toujours raison. Et ça embête tes collègues. Alors c'est vrai que, en général, quand je voyais un truc faux au tableau, ou quand quelqu'un apportait un mauvais fichier, j'avais tendance à le dire. Voilà. Mais pour moi, c'était aider, hein. C'était pas du tout pour dire, c'était pas genre Hermione dans la salle, dans Harry Potter, qui fait hey, je sais. Non, ça n'avait rien à voir. Moi, j'étais là pour dire juste, je veux aider. C'est pas le bon document ou c'est pas le bon chiffre. Oui. En fait, c'était juste ça. Mais non, apparemment, ça énervait tout le monde. Après, il a continué, il a dit, en plus, tu m'empêches de faire mon travail. Et il me dit, parce que quand j'arrive avec un nouveau concept, à peine je t'explique le concept que toi tu poses des questions en disant « Comment on y va ? Et moi, il me faut du temps pour les autres. Parce qu'ils sont à « Pourquoi on y va ? Ouais. Alors forcément, c'était du décalage. Forcément, j'étais décalée, quoi. Alors c'était compliqué pour lui. Alors c'est vrai que mon cerveau, parfois, il va super vite pour comprendre des trucs. Mais alors, à d'autres moments, il bug. Alors, des bons bugs, hein. Vous voyez, c'est comme ça. Vous voyez, des bugs. Voilà. Alors, au niveau émotionnel, par exemple, vous me mettez dans un environnement où déjà je ne me sens pas trop à l'aise, genre un entretien annuel, avec un manager qui n'a pas toujours été bienveillant, une petite critique
bien jugeante, non constructive, dépression en 10 secondes. Voilà. Les pleurs, les larmes. Voilà. Pourtant, ça n'a pas l'air comme ça. Hein. Mais si, je vous assure. Et puis, en fait, je ne suis pas non plus très multitâche. L'autre jour, j'étais à une réunion, tout passait super bien, on était tous ensemble, là, on préparait le conseil d'administration. D'un coup, on dit, bon, allez, on passe en visio. On ouvre les PC. Et là, l'animateur de la réunion me donne 3 tâches à faire en même temps. Je suis restée bloquée. Je ne me rappelais plus des tâches, puis j'étais super mal parce que je voyais tous les autres autour qui apparemment avaient tous bien compris ce qu'il fallait faire. Voilà, j'ai respiré un grand coup et une copine qui m'a dit « Mais pourquoi tu… » Je bug. Je ne sais pas faire, j'y arrive pas. Pourtant ça allait bien, oui, ça va bien, mais là je bug. Puis aussi quelque chose sur lequel je bug, c'est les règles. Alors moi, une règle pour moi, c'est vraiment un truc que j'aime suivre parce qu'en fait je sais que je suis décalée. Oui, en gros, je le sais, je vois bien. Je vois bien que je suis décalée. Alors du coup, moi, j'adore suivre les règles. Et donc une règle, pour moi, c'est un peu une bouée de survie. Donc quand quelqu'un ne respecte pas la règle, ça me met en colère. Alors c'est pas que je suis pas inventive ou quoi que ce soit, mais une règle, c'est fait pour que tout le monde fasse pareil en même temps. Et moi, si je suis la règle, je me dis, je vais être moins décalée. Alors imaginez que moi je fais une règle, je fais tout bien le lendemain parce que ça impacte sur les autres, et puis 3 jours après on me dit ah non, la règle a changé, un tel il a trouvé que c'était trop compliqué, du coup je suis obligée de faire 2 fois, et ça me met en colère. Et puis alors, encore un peu paradoxal, c'est qu'en fait à la fois j'aime bien les règles qui sécurisent et en même temps je déteste la routine. Moi je m'énerve. Voilà, ça me… S'il n'y a pas un peu de créativité dans mon environnement, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que c'est assez paradoxal. Hein. Il me faut de la routine, et pas trop de routine, de la sécurité. En fait, ouais, c'est un peu tout ça. Et c'est sûr que c'est très paradoxal parce que, en fait, moi j'aime bien, j'ai besoin aussi qu'on fasse de la reconnaissance. Ouais. J'ai besoin qu'on me dise c'est bien, Émilie, c'est bien, Émilie. Un manager que j'avais, il avait tout compris. Tous les jours, il me disait « c'est bien, Émilie ». Moi, ça me faisait un truc de malade. J'étais super motivée toute la journée. Pourquoi j'aime bien qu'on dise « c'est bien, Émilie » ? Parce que je sais que ça ne veut pas dire « t'es en décalage ». C'est pas que j'ai besoin qu'on conforte mon ego, hein, pas du tout. Hein. J'ai surtout besoin qu'on me dise « t'es pas décalé ». T'es pas décalé. En fait, le « c'est bien », ça veut dire « t'es pas décalé ». Et en fait, du coup, plus je monte haut, plus dure sera la chute. Et du coup, plus j'ai besoin de reconnaissance. Alors forcément, chercher l'erreur. C'est compliqué pour les managers, hein, parfois. Je conviens hein, que ce n'est pas toujours simple. Mais en gros, moi, vous savez, je sais que je suis différente. Depuis toute petite, je sais que je suis différente. Et je peux vous assurer que, en fait, j'ai toujours tout fait pour m'adapter aux attentes des autres. Je pense que j'ai développé beaucoup d'empathie pour ça. Pour savoir ce que les autres attendaient de moi, pour savoir ce que le système attendait de moi, pour essayer de comprendre comment je pouvais trouver ma place. Et à chaque fois, 2-3 ans d'efforts à faire exactement ce qu'on me demande, et sur un mot, une remarque, une émotion, juste un truc qui dérape, une remarque en réunion et patatras, 2 ou 3 ans d'efforts qui partent en fumée. Je peux vous assurer que c'est compliqué. Et vous savez quoi, en fait ? C'est ce qui est le plus difficile. C'est le plus difficile, c'est qu'en fait, moi, je me sentais vraiment nulle. Je sentais que tout c'était de ma faute, que j'étais responsable, que je n'avais pas trouvé une clé que les autres avaient et pas moi. Moi, j'avais l'impression que pour tout le monde, c'était super facile et pour moi, c'était toujours compliqué. Et franchement, je me sentais hyper responsable et je me sentais super nulle. Alors en fait, pendant 20 ans, j'ai fait de la thérapie. Je suis allée en thérapie. Alors l'idée de la thérapie, c'était que je faisais une thérapie pour devenir normale. Vous voyez ? C'était l'idée. L'idée pour moi, c'était comme ça, je vais voir un thérapeute, un psychiatre, et il va me dire comment être normal. Si je ne suis pas normale, il va me le dire. Et j'arrive chez le psychiatre et je lui dis « Alors, je ne suis pas normale ». Et il me dit « Il n'y a pas de normalité ». Ouais,
Si, en fait, je vous assure, je ne suis pas normale. Non, 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 non. Il n'y a pas de normalité. Alors, du coup, pendant 20 ans, en fait, j'ai fait ce qu'il m'a dit et à chaque fois, ça ne marchait pas complètement. Alors, j'ai appris plein de trucs. J'ai appris plein de techniques d'accompagnement qui me servent vachement aujourd'hui, en fait, parce que je suis coach. Du coup, j'ai appris plein de trucs. C'est génial. Mais en fait, ce n'est pas de là qu'est venu le déclic. Le déclic, il est venu d'un mot, d'une découverte un jour, la dyspraxie. Est-ce que qui connaît la dyspraxie parmi vous? Là, je suis contente, c'est parce que je suis avec des référents handicap. Je pense. Moi, je ne connaissais pas. Hein. Le jour où j'ai appris dyspraxie, je ne connaissais absolument pas, je ne savais pas ce que c'était. Par contre, quand j'ai lu sur la dyspraxie, d'un coup, tout s'est éclairé. C'était incroyable. Ah, mais c'est pour ça qu'en fait, je ne sais pas tracer un trait. C'est pour ça que je déchire toujours mes feuilles. C'est pour ça que je n'ai pas compris les forces en physique. C'est une énorme Big Bang, en fait. Quand ce genre de découverte arrive, c'est comme un Big Bang énorme. Il nous dit, mais c'est pour ça, en fait. Ouais, c'est pour ça que je ne sais pas mettre mes vêtements à l'endroit. C'est pour ça que j'ai du mal à me laver les dents. En fait, c'est énorme. On ne se rend pas compte. Et c'est énorme, ce truc-là. De ne pas savoir pourquoi je n'arrivais pas à mélanger mes peintures avec la prof de dessin qui m'engueulait, qui me disait « mais t'es nul ». C'est ça. Voilà. Et en même temps, le message qu'on entend aussi, c'est, et je l'ai déjà entendu tout à l'heure, c'est « mais pourquoi à 47 ans ? Pourquoi je l'apprends à 47 ans ?» Voilà. Parce que ma vie aurait été tellement différente. Je refais toutes mes études, je vois tout ce que j'aurais pu faire et je me dis, mais c'est dingue. Et en même temps, voilà, c'est quand même une chouette chose de l'apprendre. Et c'est à ce moment-là, et puis vous savez, en fait, des Big Bang, non, j'ai oublié quelque chose. En fait, c'est là que j'ai compris aussi que la norme, elle existe, en fait. Alors, c'est pas une norme dans le sens normal, pas normal. C'est une norme par rapport à la majorité du fonctionnement des gens. Apparemment, une grande majorité des gens aiment apprendre par cœur. Une grande majorité des gens ont besoin d'écrire avec un crayon pour retenir. Voilà. Moi, je pense qu'il y a des majorités de gens qui fonctionnent comme ça et c'est comme ça qu'on a créé l'éducation. Mais ce n'est pas parce que c'est la majorité des gens que tout le monde fonctionne pareil. C'est la théorie de la neurodiversité qui dit ça. Hein. On a aussi besoin de comportements différents. Moi, je pense que la dyspraxie en fait partie. Et des Big Bang, en fait, j'en ai eu 4. Alors, premier Big Bang, dyspraxie. Deuxième Big Bang, tout ça en 5 ans. Deuxième Big Bang, fibromyalgie. Alors, je pense que mon corps a pas mal compensé, hein, quand même. Donc, c'est peut-être une explication. Troisième Big Bang, le QI. Alors, je passe un test de QI, hétérogène évidemment, donc je ne suis pas au potentiel. Enfin, si j'ai le droit de dire que je suis au potentiel verbal, en même temps, j'aime pas ce mot-là. Hein. Mais par contre, il y a un truc super intéressant que j'ai appris quand j'ai fait ce test, c'est que la vitesse de mon cerveau, enfin, à un moment, il y a un critère qui ressemble à peu près à ça, ça correspond à 0,05% de la population. Tu m'étonnes que je vais trop vite. Alors maintenant, quand quelqu'un me dit « tu vas trop vite », je dis « bah oui, c'est vrai en fait ». Enfin, je veux dire, je ne le vis pas comme un jugement parce que c'est une réalité. Donc oui, je vais trop vite, donc du coup, je peux ralentir. Mais en fait, vous savez quoi? Et c'est comme si j'avais une Porsche en fait. Ce n'est pas parce que j'ai une Porsche dans mon cerveau que je vais aller au bon endroit, que je vais savoir négocier les virages, et à la limite, plus je vais aller vite, plus je vais me prendre le mur vite. Donc ce n'est pas parce que j'ai un cerveau qui va vite qu'il est meilleur que les autres. Et puis, il faut peut-être que j'apprenne à le dompter aussi. Voilà. Donc, c'est important, ce Big Bang. Et puis, j'ai eu un 4e Big Bang. Alors, celle-là, je ne le savais même pas quand j'ai préparé ce talk. Il y a 2 mois, au détour d'un bilan neurovisuel, j'ai appris qu'aussi, j'étais dyslexique. Je ne m'en étais même pas rendu compte, tellement j'ai compensé. Et là, je suis dans le « Ah, c'est pour ça que ça, c'est pour ça que ça ». L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, je suis à mon 4e et je sais qu'au bout du compte, certainement, grâce à la résilience, je vais en faire quelque chose de très positif. Mais avant ça, après la phase de Big Bang, il y a une phase qui est une phase très dure, pour moi qui a été très dure. C'est la phase de l'acceptation. À cette phase d'acceptation, j'étais vraiment dans l'idée de me dire « je suis handicapée ». Moi, je l'ai vécu comme ça.
j'ai un handicap. Parce qu'en même temps, je me disais, je vais expliquer à tout le monde pourquoi. Je me disais, c'est génial, j'ai une super solution. Je me suis dit, ça y est, maintenant, mes complexes s'envolent. Je vais dire à tout le monde, j'ai une excuse, je suis dyspraxique. Donc je disais à tout le monde, je suis dyspraxique, je suis dyspraxique. Et les gens me disaient, mais non, t'es tout à fait normal. Je dis, mais non, je t'assure, je suis dyspraxique, c'est à cause de ça que ça. Rien du tout. Et au fur et à mesure, du coup, un malaise qui s'installe. Et dans le même temps, je dois faire le deuil de la normalité. C'est très paradoxal, ce moment. Et c'est aussi très troublant. Et j'avais besoin de soutien, en fait. J'avais besoin de soutien pour pouvoir en parler, pour pouvoir accepter. Et à ce moment-là, j'ai eu 2 chances. La première chance, c'est que j'ai fait ma formation de coach à HEC. Donc c'est un moment où on travaille beaucoup sur soi. Donc j'ai eu beaucoup de coachs. Puis en même temps, j'ai eu un accompagnement psy beaucoup plus adapté. Donc ça, c'était la première chance. Et la deuxième chance, c'est que j'ai créé ma boîte et qu'au moment où j'ai créé ma boîte, j'ai rencontré des personnes de l'AGFIP. Et ces personnes de l'AGFIP, elles ont été très bienveillantes, très à l'écoute. Et elles m'ont fait comprendre que ça pourrait être intéressant pour moi d'aller à la MDPH et de faire reconnaître mon handicap. Et mon handicap, c'était vraiment hyper important pour moi. Donc, je me rappelle très bien, j'ai fait le tour de la MDPH pendant 1 heure avant d'aller me garer et de finir par poser mon dossier parce que c'était très dur. Et en fait, ce qui a été hyper important pour moi, c'est de déposer ce dossier. Et après, je ne savais pas, mais ce que ça a apporté pour moi, c'est vraiment qu'enfin, je me suis sentie différente et finalement pas handicapée. Ça, je ne m'y attendais pas, mais en fait, je me suis sentie juste différente. Et vous savez, ce qui est génial quand on se sent juste différente, la première chose, c'est qu'en fait, on apprend que les autres sont différents de soi. Truc de dingue. Parce qu'en fait, je n'avais pas compris ça. Enfin, aujourd'hui, ça me paraît normal, mais à l'époque, je n'avais pas compris. Et puis, on apprend un truc important, c'est qu'en fait, on peut s'adapter sans s'oublier. Et là, quand on s'adapte sans s'oublier, alors à ce moment-là, on arrive dans une phase qui est géniale, quand on finit par vraiment accepter les choses. Parce que vous voyez, je ne savais pas mélanger mes peintures, je ne savais pas faire un dessin, je ne sais toujours pas faire un dessin, mais je peins. Et je peins à ma façon, avec mon énergie. Et je ne sais pas apprendre des pas de danse, mais je danse. Je fais de la danse libre et j'adore ça. Ça me nourrit tellement. Et puis mon poste de travail est adapté. Et puis aujourd'hui, je fais un métier que j'aime, que j'adore. Et j'accompagne des personnes qui se sentent en décalage pour qu'elles puissent se sentir bien avec elles et qu'elles puissent arriver aussi elles-mêmes à s'adapter sans s'oublier. Et vous savez, la cerise sur le gâteau dans cette histoire, qu'est-ce qu'on découvre à la fin de cette adaptation qu'on arrive à faire? Le cadeau, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on apprend l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Et ce qui est génial avec l'estime de soi, c'est qu'on peut enfin s'autoriser à aller vers des environnements qui nous conviennent, à rejeter les environnements qui ne nous conviennent pas. On peut aussi apprendre à connaître ses besoins et arrêter de juste vouloir répondre aux besoins des autres. Et on peut aussi apprendre à demander de l'aide, à affirmer ses besoins. Et ainsi, on arrive à vraiment, vraiment bien vivre et vivre très sereinement. Alors, vu qu'on est réunis ici et qu'en plus je fais aussi de la formation manager, là c'était la partie histoire, d'accord, ok, j'accélère, je sais, j'accélère. Alors, je vais vous donner 4 conseils. 4 conseils pour accueillir, manager et bien vivre avec des personnes atypiques quand vous êtes manager, quand vous êtes dans des organisations. Je vais vous dire 4 choses qui sont hyper importantes pour moi de faire. La première, c'est qu'il y a une différence entre être et faire. Nous ne sommes pas nos comportements. Parce que nous portons tous des masques, nous portons tous des attitudes et nous sommes bien loin de nos comportements. Et c'est important de le savoir parce qu'on a trop vite fait de dire que tu es fainéant ou tout ça. Il y a une autre différence, c'est qu'il faut partir avec un a priori positif sur les gens. Non, la personne qui vous fait un comportement qui vous emmerde n'est pas là pour vous emmerder. Peut-être il le fait pour ça, mais a priori, dites-vous que peut-être parce qu'il a un besoin qui n'est pas le même que le vôtre. Ça peut être bien en fait.
Partez juste d'un a priori positif. Après, si vous voyez que c'est qui vous emmerde, vous avez le droit. Hein. Mais dans un premier temps, posez-vous la question. La troisième chose, c'est il faut poser des règles explicites. Et là, je vais vous raconter très très rapidement, parce qu'apparemment je suis déjà en retard, l'histoire de la coiffeuse qui était hyper énervée après sa salariée parce qu'elle ne passait pas le balai le soir avant de partir. Et je lui ai dit, mais pourquoi? À quel moment vous lui avez dit? Et il lui a dit, bah, ça se sait bien, dans tous les salons c'est comme ça. Eh ben non, bah, pas cette salariée. Je vous assure, ça s'est super arrangé pour la salariée une fois que la patronne lui a dit, en fait. Voilà. Et la dernière chose que je vais vous dire, c'est qu'il faut faire un feedback bienveillant. Parce que la bienveillance, ce n'est pas ne pas dire les choses, c'est dire les choses avec respect. Vouloir du bien, c'est dire les choses. Arrêtons de penser que c'est juste vouloir sauver les autres. Non. Aider les autres, c'est leur dire en quoi ils sont en accord avec ce qu'on demande et pas en accord avec ce qu'on demande. Et donc, pour terminer, parce que apparemment je suis déjà très en retard, je vais vous dire juste que je vous demande une chose. Écoutez le décalage. Écoutez le décalage et ne le jugez pas, s'il vous plaît, parce que ça, c'est la ressource pour la richesse de l'entreprise, pour l'innovation, pour plein de choses. Et c'est comme ça qu'on fera un monde avec plein de couleurs. Voilà. Merci.